Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies. On va vous parler de l'actu d'Apple, en fonction des derniers événements évidemment, et le conflit avec Epic, les critiques autour du fonctionnement de l'App Store, des projets possibles autour d'un moteur de recherche, et nous parlerons aussi de l'autre feuilleton de l'été avec TikTok, une alerte de Brave sur le fonctionnement du web, mais aussi d'innovation avec les smartphones un petit peu, mais les nouveautés surtout autour de Neuralink, le projet d'Elon Musk pour interfacer l'homme et la machine, de la réalité virtuelle avec Facebook et naturellement de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile, enthousiaste, et je retrouve avec un plaisir non fin celui qui est à la tech, ce que sont les cartables et les trousses neuves à la rentrée scolaire. Auteur de machines de jeux et de mon offre, de livres disponibles d'ailleurs sur toutes les bonnes librairies physiques et dématérialisées, c'est Guillaume Poggiaspala qui fait sa rentrée dans le podcast. Salut Guillaume. Exactement, je back to school, ça y est, non, mais c'est avec un grand plaisir que je reviens, parce que ça veut dire aussi que j'ai plus ou moins complété ma transition, et que donc ça se normalise un petit peu, et c'est pas plus mal. Merci beaucoup en tout cas de ta présence et de ton retour dans cet épisode. De votre côté, n'oubliez pas d'évaluer Tech Café dans votre app de podcast, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et puis, si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas aussi à soutenir notre travail sur Patreon. C'est toujours une petite démarche qui est engageante de quelques clics, de quelques minutes de votre quotidien qui est forcément très rempli. Et puis, forcément aussi de quelques euros dans votre budget. Donc, vous pouvez évidemment le faire si vous en avez les moyens, la possibilité et l'envie. Mais si jamais ça vous donnait envie de soutenir donc le podcast, vous allez sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup à tous les soutiens sans qui le podcast n'existerait peut-être plus. Vous êtes désormais plus de 200 à nous soutenir. Merci beaucoup et à qui le tour, j'ai envie de dire. Merci en particulier à Vince, à Ayman Ketani, Yacine Mrini et Walter. Parmi les petits bénéfices auxquels vous pouvez prétendre dans le soutien à Tech Café sur Patreon, il y a notamment le flux privé du podcast qui est garanti pour toujours, 100% sans pub, le chapitrage des émissions. Mais après m'être attardé un petit peu sur le financement de Tech Café et les incontournables des infos sans autre forme de procès, on revient sur les news qui sont intéressantes à deux titres parce qu'on a des feuilletons de l'été qui sont relativement excitants, qui nous ont bien occupés pendant ces derniers épisodes et sur lesquels on n'a pas eu l'occasion, Guillaume, de t'entendre réagir. Donc ça va être double effet qui se coule pour cet épisode. Sur les dernières news de l'affrontement. Alors, pour ceux qui découvriraient les sujets qui voient s'affronter Apple et Epic, vous avez d'autres épisodes, les 2 derniers pour tout dire, où il y a déjà de nombreux éléments qui sont couverts. Donc on continue à couvrir le sujet de manière chronologique et sur les derniers événements qui ont eu lieu, on a le compte d'Epic qui est clôturé, le compte d'Epic qui distribuait Fortnite et pas que sur l'App Store. Par contre, c'était un sujet d'inquiétude, mais il y avait un autre compte d'Epic qui propose l'Unreal Engine qui lui tourne toujours, Guillaume. Oui, c'est vrai que c'est le feuilleton de l'été, même s'il a commencé il y a bien plus longtemps que ça, puisque rien que cette année, en fait, en mai déjà, la Commission européenne se penchait sur l'App Store avec la plainte de Spotify, on en avait parlé, il me semble, et puis bon, en juin, oui. Microsoft critiquait déjà Apple avant sa WWDC lors du scandale de Hey.com. Souvenez-vous, cette appli de mail payante qui ne voulait pas utiliser le service de paiement d'Apple, et qui finalement a été acceptée après une petite retouche et un énorme bad buzz. Donc ça préfigurait un petit peu le couac de WordPress, et juste après, donc il y a eu lieu juste après ce fameux casus belli d'Epic. Donc c'est une saga qui est vrai que c'est plus passionnant que Dolmen, Garonne ou le bleu de l'océan. Je sais pas si vous vous souvenez de ces sagas de l'été qui ont disparu, il me semble, de nos écrans. Alors c'est moi qui les regarde plus, je sais plus exactement. Bon, alors j'ai l'impression qu'il y en a toujours, mais on est peut-être moins intéressé. C'est aussi incontournable, je pense, que les films nunuches de Noël en fin d'année. Écoute, j'espère en tout cas. Mais bon, c'est vrai que cette saga-là nous interroge finalement sur ce qu'on attend d'un ordinateur un petit peu, sur la nature même de ce que doit être l'informatique grand public aujourd'hui et demain, puisque la dernière fois, je me souviens, Pod a dit que pour lui, un iPhone n'était pas un ordinateur, parce que tu n'en as pas la maîtrise. En fait, il rejoint exactement ce que disait Steve Jobs en 2007, puisque je le cite, Steve Jobs, pas Pod, vous ne voulez pas que votre téléphone soit comme un PC. La dernière chose que vous voulez, c'est qu'il ne marche plus au bout de 3 applications installées. Ces choses sont plus comme des iPods que comme des ordinateurs, l'environnement doit être plus contrôlé. Bon, c'est dit. Pour Steve Jobs, l'iPhone, c'est un appareil électroménager, en fait, la philosophie de l'App Store.
de ce kiosque unique, hein, c'est exactement celle-ci. Et comme l'a encore dit Phil Schiller, hein, dans une déclaration à la cour, lors de cette fameuse audience-là qui a abouti à la protection de l'Unreal Engine, mais pas de Fortnite donc, il a dit le modèle économique de l'App Store prend ses racines dans la philosophie globale d'Apple de placer l'utilisateur et l'expérience utilisateur au centre, en donnant la priorité à la qualité, la sécurité et la vie privée. Donc c'est une stratégie qui se voit également dans l'intégration de matériel, du logiciel et des services qui procurent une expérience utilisateur de haute qualité, contrairement à de nombreux concurrents. C'est pas très gentil ça, Phil Schiller, mais bon. Alors, cela étant dit, c'est mignon, mais bon, on n'est plus en 2007. Et un iPhone, c'est plus juste un téléphone, c'est une machine complète. Pour beaucoup de gens, c'est même la machine principale, finalement. Ouais. Et ils devraient avoir la liberté de faire ce qui leur plaît dessus, sur un ordinateur, tu fais ce qui te plaît, et donc, jusqu'à preuve du contraire, ils en sont les propriétaires de cet ordinateur. Donc, comme le dit Tim Sweeney, par contre, donc le fameux président d'Epic, nous avons choisi cette voie, persuadés que nous avons la loi et l'histoire de notre côté. Et les smartphones sont essentiels à l'activité des gens, la position d'Apple qui lui donne le pouvoir de contrôler, restreindre et taxer le commerce et l'expression créative des usagers et des développeurs, est incompatible avec les principes d'une société libre. Donc il finit par, pour résumer, en gros c'est « Nous espérons qu'Apple fera les changements historiques sur la plateforme et apporteront aux milliards d'utilisateurs iOS la liberté dont jouissent ceux de Windows ou macOS. » Donc c'est clair, pour Tim, comme pour Pod aussi, et pour moi, l'iPhone n'est pas comme un PC, mais il devrait en devenir un. Donc, dans une certaine mesure, les deux arguments peuvent a priori s'entendre, ce qui explique que le premier jugement rendu dans cette affaire soit finalement mitigé, puisque Apple et Epic ont le droit en fait de se friter, et Apple a aussi le droit de virer Fortnite, et même en fait, bien plus que Fortnite, puisque le compte d'Epic, comme tu l'as dit, a été clôturé, ce qui veut dire que la série des Infinity Blade, c'est fini sur iOS, ça c'est quand même dommage, et aussi Battle Breakers. Qui ont été tant mis en avant dans des conférences Apple, avec la présence d'Epic sur scène, en vantant les mérites de l'appareil, pour produire ce type de jeu. Les trois Infinity Blade. Et il y avait aussi Battle Breakers, que je connaissais pas perso, mais bon, c'est quand même dommage pour ceux qui y jouent. Par contre, évidemment, la juge protège les développeurs du chaos pour le moment, puisque Apple ne peut pas dégager tout codeur qui utiliserait l'Unreal Engine d'Epic, ce qu'ils avaient menacé de faire. Le moteur, d'ailleurs, lui a servi un ton d'otage, littéralement, ce que j'avais trouvé particulièrement abject de la part d'Apple, parce que c'est quand même des milliers de devs qui, en fait, sont pris en otage, pour que juste Epic lâche l'affaire. Bon, de mon point de vue, c'est un comportement d'ailleurs qui montre, parmi d'autres comportements, que Apple a trop de pouvoir sur son écosystème et qu'il pense mériter de l'argent sur des business où il ne fait pas grand-chose, sinon rien du tout. Et d'ailleurs, les scandales Hey et WordPress sont assez représentatifs. Donc Hey, pour ceux qui si vous ne vous en souvenez pas, en fait c'est un service de mail par abonnement, donc c'est un abonnement à $100 par an pour une adresse email, et donc il y avait une appli iPhone qui était juste une fenêtre de login, comme le fait Netflix par exemple. De toute façon, c'est impossible, ne serait-ce que de donner un lien vers un site externe pour créer un compte et y payer son abonnement sur l'App Store. Donc, et c'est même pire que ça, puisque comme Facebook en a fait les frais récemment, impossible même d'écrire. Donc il avait fait une petite partie achat de tickets en ligne dans l'app Facebook, et donc ils avaient écrit donc lors du paiement, c'est 30% reviennent à Apple, 30% des $10 que vous dépensiez venaient à Apple. Mais c'est interdit de dire des choses non pertinentes aux consommateurs, sur les termes d'Apple. Donc ils sont fait virer. Mais bon, là où Netflix ça passe, les applis email, non. Parce qu'en fait, Hey s'est fait bloquer son appli iPhone jusqu'à ce qu'il propose une option gratuite, en fait, et sans doute qu'il fasse assez de bruit juste avant la WWDC, qui est quand même une conférence de développeurs. Et c'est vrai qu'il y a un message assez inélégant d'Apple qui a été assez fort et qui a été très mal pris par les devs et qui disait en substance, donc Basecamp, c'est-à-dire les développeurs de Hey.com, Basecamp a développé un certain nombre d'applications qui ont été distribuées des millions de fois, et ils n'ont pas d'achat in-app, et donc ils n'ont rien rapporté à l'App Store ces 8 dernières années. Bon. Ok, l'infrastructure, les serveurs, tout ça, ça coûte de l'argent, c'est logique, qu'Apple prenne une commission pour financer ça. Enfin bon, je parie quand même qu'ils exagèrent lourdement le truc de l'importance de la mise en avant, de la curation, de l'hébergement, etc., et que 30% c'est quand même très confortable. Bon, même si une appli gratuite qui redirige vers un service tiers ne rapporte rien, écoute, à Apple, c'est quand même Apple, quoi, capitalisation boursière, 2000 milliards de dollars, dépassé le mois dernier. Donc dire aux devs qui se sont quand même fondus d'écrire une application pour ta plateforme, vous ne rapportez rien, vous êtes des rats, on voudrait bien palper sur le business que vous avez construit par ailleurs et qui n'a rien à voir avec Apple à la base, c'est vrai que c'est quand même très très fort. Et Hey.com n'est pas un cas isolé, puisque Ben Thompson de Stratechery,
qui a juste fait un appel sur Twitter comme ça, a récolté une trentaine de témoignages de devs qui ont dû plier devant Apple, ou dont l'app est dans les limbes un petit peu, et qui, bon, évidemment, tous souhaitent garder l'anonymat, par peur de s'attirer les fautes du grand dieu fruité, du grand dieu colérique, qui apparemment les tient par les gonades. Bon, alors, ça me rappelle d'ailleurs les sentiments que j'ai pu avoir, honnêtement. Hein, je n'ai aucun élément pour l'étayer, ça reste des convictions personnelles. Mais où on avait des podcasts où il y avait la présence d'Apple dans le titre au moins, qui était mise en avant, et le fait que simplement parce qu'on mettait en avant certains épisodes en les taguant, sur les réseaux sociaux, vraiment subitement j'avais le déclassement de Tech Café qui était constaté dans le classement des épisodes, ce qui est hyper déroutant. Je sais aussi que Matt, avec qui je fais Relife, qui anime lui Apple différemment, a eu des soucis incroyables à faire valider la mise à disposition du podcast Apple différemment sur le podcast, sur l'application podcast d'Apple, sur le catalogue de podcast d'Apple en fait, parce que il y avait la marque Apple, parce qu'il y avait le logo. On refait le Mac, on mis des années avant d'être disponible sur Apple Podcast. Alors là, je prends la fenêtre du podcast, mais c'est vrai qu'il y a cette espèce de présence qui semble qu'on est tous d'accord pour qualifier d'abusive de la part d'Apple. J'espère d'ailleurs que cet épisode de podcast est à peu près dans les classements. Où sont les derniers épisodes pour ne pas... Voilà. Ou au contraire, ça illustrerait une fois de plus le constat que je fais. Il y a juste un truc dans ce que tu avançais tout à l'heure, et je sais pas si c'est une coquille que tu as prononcé ou si c'est révélateur en fait de cette situation, c'est que tu dis Apple est propriétaire de ces produits. Alors j'ai peut-être mal interprété, mais si tu sous-entendais qu'ils étaient propriétaires notamment de la plateforme App Store, etc. C'est vrai que c'est peut-être là où se concentrent les visions philosophiques de cette histoire. C'est à partir de quel moment est-ce qu'on est propriétaire de l'objet qu'on a acheté. Finalement, on achète un iPhone, on achète un ordinateur, on achète un produit et on se sent limité par rapport à des services, parce que, comme le disait Pod, la frontière entre appareil et médias de consommation de services est de plus en plus importante, et ça pose peut-être problème. Moi, sur le fond, en tout cas, de cette histoire, et avant de te laisser continuer, évidemment, dans ta chronique, Guillaume, mon sentiment, c'est plus de me dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce qui est philosophiquement vertueux, qu'est-ce qui est philosophiquement condamnable. J'ai l'impression que le marché, d'une certaine manière, fera les choses, peut-être une vision bassement capitaliste, va savoir. Par contre, il y a vraiment le truc qui est très agaçant, c'est qu'Apple affirme retenir certaines règles, et on le sait maintenant, et ça a été prouvé au travers de documents qui ont fuité, n'applique pas ces règles pour tout le monde, contrairement à ce qu'ils veulent entendre, que ce soit Amazon ou d'autres acteurs. Donc moi, c'est là où je pense qu'il y a un problème à souligner, et qu'on trouve bien, pas bien, c'est des débats, on pourra être d'accord, pas d'accord les uns avec les autres, mais en tout cas, sur ces aspects-là, de mettre en avant des fonctionnements et de ne pas les respecter pour tout le monde, surtout quand on promeut l'équité entre tous les développeurs, ça me paraît très gênant. Ouais, moi je vais le dire, ce que je trouve pas bien, je m'en fous. Il a pris, et tant pis. Donc, parce que bon, c'est vrai que la peur qu'inspire Apple, d'ailleurs, à elle seule, montre qu'il y a une couille dans le potage. Il y en a une dans le potage de gonade. Hein. Et d'ailleurs, opportunément, Apple vient de lancer une procédure d'appel. Donc, c'est une procédure pour contester une déclaration de rejet sur l'App Store. Une décision ça paraît bien, de rejet sur l'App Store. Donc, les corrections de bugs ne seront plus bloquées, d'ailleurs, et vous pourrez donc non seulement défendre votre point de vue, mais aussi proposer des changements à inclure dans la politique du store, carrément. Donc, c'est une bonne initiative dans l'absolu, oui, c'est une bonne initiative. Enfin, c'est surtout une tentative à minima de calmer le jeu et de sauver la face, face aux développeurs. Et surtout, de conserver le contrôle total de l'App Store, et surtout rien changer fondamentalement, parce que c'est un business trop lucratif. C'est 50 milliards de chiffre d'affaires en 2019, d'après CNBC. C'est énorme quand même. Oui, donc c'est important de revenir à la question fondamentale, à mon avis, celle du début, celle de la liberté de faire ce qu'on veut avec sa machine, parce que moi j'insiste sur le fait que t'achètes un iPhone, donc t'achètes une machine, elle est à toi. Et pour Tim comme pour moi, les stores passage obligé et unique sont inadmissibles. Celui qui les contrôle toute la plateforme. Ça le met dans une position où les abus de pouvoir sont trop faciles. C'est trop facile de t'avantager quand tu as tous les pouvoirs comme ça.
Il décide de ce qui est bon ou pas, de ce qui est admissible ou pas, et c'est un carcan qui devient un frein évident pour l'innovation. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que la recommandation des applications Apple quand on faisait certaines recherches qui a été pointée du doigt et qui subitement a changé, hein, d'ailleurs. Bien sûr, mais je veux dire, leur obstination à refuser les applications de cloud gaming est complètement archaïque, par exemple, parce que c'est un contrôle qui leur échappe. Le propriétaire d'une machine doit avoir le droit de faire ce qu'il veut dessus, d'installer n'importe quoi s'il le décide. Il doit avoir le droit de se planter et de tout foirer. C'est ça, considérer ses utilisateurs comme des adultes. Voilà, hein, je suis un adulte, j'ai le droit de faire des erreurs. Apple a tracé une voie avec son App Store que tous les autres rêvent de suivre, hein, et Tim Sweeney d'ailleurs, quand Microsoft avait lancé le sien, il s'en était alarmé, il avait fait beaucoup de bruit là-dessus, parce qu'il avait déjà conscience que c'était pas ce qu'il souhaitait pour le PC. Je pense que beaucoup d'utilisateurs Mac d'ailleurs ne rêvent pas d'un futur où l'App Store sera obligatoire sur leur ordinateur. Aïe aïe aïe. Mais bon, c'est le passage à ARM, l'unification qui se profile, c'est bien ce qu'il pourrait obtenir. Google lui-même, hein, qui décourage autant qu'il peut l'installation hors Google Play, suit d'ailleurs un chemin qui est un peu similaire. Alors, je vais peut-être paraître naïf, mais malgré le grand guignol inhérent à Fortnite et à la com de Fortnite, malgré le fait que Sweeney soit milliardaire, hein, et que ce soit aussi bien sûr une affaire de gros pognon, je persiste à penser qu'il y a une certaine sincérité dans la croisade d'Epic. Tim, c'est un codeur de la première heure, hein, c'est un ingénieur talentueux comme Carmack. Comme lui, il a contribué à créer la tech telle qu'on la connaît, hein, puisque Unreal Engine s'est utilisé dans un nombre incalculable de jeux, ça a été utilisé par la télévision, par le cinéma, dans le design, tout ce que tu veux. Et je pense qu'il va aussi préserver l'idée qu'il a de l'informatique grand public, c'est-à-dire celle des débuts. Voilà, la philosophie bidouilleur, codeur, hacker libertaire, hein, et celle qu'avait Apple du temps de Steve Wozniak, du temps de l'Apple II, et celle qui a été complètement éradiquée par l'autre Steve, hein, puisque Steve Jobs était un control freak, et il a produit une marque et une plateforme complètement à son image. Donc en résumé, moi je suis team Epic, si c'était pas assez clair, même si j'ai peu d'espoir qu'il gagne, parce que c'est vrai qu'avec ses V-Bucks et sa com flashy, Fortnite c'est peut-être le pire héros que la croisade pour la liberté des plateformes pourrait avoir. Il y avait d'autres exemples plus marquants, hein, comme ClassPass par exemple, mais bon, enfin, au moins Epic a du soutien, puisque bon, c'est vrai que Microsoft et Facebook sont aussi bien énervés. Ouais, effectivement, c'est Zuckerberg, hein, qui continue à prendre la parole. Alors justement, il y a des blocages, mais ça tu l'as dit, sur la mention des 30% qui sont prélevés à la vente de tickets, sur lesquels Facebook ne récupère rien, lui, a priori, hein, si j'ai bien compris. Donc il s'agit bien de proposer aux administrateurs de pages Facebook de vendre des tickets pour des événements, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la mention des 30% qui apparaissait dans une mise à jour, qui a dû être subrepticement retiré, et puis évidemment Zuckerberg qui prend la parole publiquement pour pilonner, si je reprends les termes de l'article qu'on a dans les notes de l'émission, ce que fait Apple. Alors là aussi c'est un peu délicat parce que ça fait de la peine d'être d'accord avec Mark Zuckerberg, et pourtant c'est pas parce que Mark Zuckerberg dit quelque chose qu'on va être forcément contre, ou pour d'ailleurs, mais en l'occurrence effectivement le combat continue. D'autres éléments sur les éléments de vie privée pour iOS 14, tu as relevé. Oui, c'est que Mark Zuckerberg il est pas content, hein. Bon, déjà il se fait doubler par Elon Musk comme le 3e homme le plus riche du monde, hein, puisqu'il est passé à 115 milliards Elon Musk contre 110 seulement pour Zuckerberg. Et ouais, comme quoi les Tesla ça marche très fort en ce moment, donc apparemment voilà. Mais en plus, en tout cas, la valorisation boursière de Tesla, d'ailleurs comme la valorisation boursière d'Apple, sont en très très forte hausse. Faut pas trop s'y fier parce qu'en réalité tout ça c'est complètement déconnecté de la réalité, et je veux dire, si les investisseurs croient que, veulent absolument croire que Apple est à ce point profitable à long terme, c'est juste qu'ils savent pas du tout mettre leur pognon, mais bon, c'est un autre problème. Donc oui, tu as parlé donc de ces fameux donc il est pas content, évidemment aussi à cause d'Apple, donc on a parlé donc de ces fameux 30%, de cette fameuse mention des 30%. Mais bon, après Facebook Gaming aussi, qui était un autre problème qu'il a eu il y a pas très longtemps, voilà Tipa qu'Apple change la donne pour la pub dans iOS 14. Dans la prochaine version du système d'exploitation, hein, des iPhones et des iPads, les applications devront demander l'autorisation, une autorisation explicite, hein, pour utiliser l'IDFA. Alors l'IDFA, c'est ID for Advertiser, donc c'est un identifiant unique de l'appareil, hein, qui permet en fait aux annonceurs de suivre l'utilisateur cross-app, voilà, à travers toutes les applications, tout ce qu'il fait, toutes les applications qu'il utilise, donc sur différentes applications, il y a un comportement cohérent, quoi. Alors, jusqu'à présent, il fallait aller dans les réglages pour désactiver ça. Et là, il y aura une grosse alerte marquée « Voulez-vous être pisté ?» Bon, quand on te demande, hein, il est quasi... Moi, je sais ce que je vais mettre comme réponse. On te demande, il est quasi sûr que la majorité des gens vont répondre non. Du coup, la pertinence de l'IDFA va être largement compromise.
Et Facebook, ils utilisent l'IDFA pour l'Audience Network, qui est sa régie pub, et donc il choisit, il va être contraint, plus ou moins, de renoncer à l'IDFA sur iOS, et il prévoit quand même un manque à gagner de 50% sur la plateforme. Alors là, je sais, la réaction de base, c'est « Ouais, bien joué Apple, il change la donne pour notre bien, il nous protège, c'est Facebook, bouh, tout ça, bon. » Ok, je vais pas verser une larme pour Facebook non plus, mais tout de même deux choses. Premièrement, cette décision crée un double standard, parce que, encore une fois, comme tu l'as évoqué, Apple lui-même n'y est pas soumis. Et Apple fait de la pub aussi. Alors, il fait pas beaucoup de pub, mais ce que vous voyez dans l'App Store, dans l'Apple News, c'est aussi des annonces, et ces annonces, elles changent en fonction de votre comportement, et il est suivi sur tout le téléphone, ce comportement. Et là, par contre, il faut aller dans les réglages pour le désactiver. Ça vient du fait qu'il est interdit de transporter les données, en fait, d'une app qui appartient à une boîte à une autre app qui appartient à une autre boîte, mais comme Apple possède l'OS entier et plein d'apps dessus, ils s'en foutent. Évidemment. Alors, deuxièmement, sa décision qui est complètement unilatérale, Apple, elle ne touche pas que Facebook, évidemment. Et qui utilise de la pub pour se financer? Un peu tout le monde. Et pensez aux journaux, quoi. Le New York Times admet qu'il va y avoir une perte, et il a déjà pris ses dispositions, mais quand même. DMG Media, alors DMG Media, c'est le Daily Mail ou Metro, en Angleterre, mais aussi des applis de mail, ce genre de trucs. Donc témoigne d'ailleurs dans Recode qu'iOS pourrait cesser d'être rentable et qu'il pourrait carrément quitter la plateforme. Alors en fait, Apple avait déjà fait un truc similaire avec Safari en 2017, et les prix s'étaient effondrés. Donc c'est globalement une annonce non ciblée ne vaut rien. Donc atteindre un utilisateur Safari, ça coûte désormais en fait 60% moins cher qu'ailleurs. Donc les revenus publicitaires plongent, et donc du coup c'est tout un pan du contenu qui peut plus exister. Alors j'aime pas les pubs, elles m'ennuient autant que n'importe qui. Et le tracking abusif. Évidemment, j'aime pas non plus. Mais bon, il faut bien reconnaître que les pubs et le tracking, les pubs ciblées, donc elles financent aussi énormément de contenu et de services. Et pour beaucoup de gens, c'est même les seuls services qui puissent se permettre d'utiliser, quoi. Donc c'est un problème qui est assez compliqué. Mais ce qui semble clair dans cette affaire, c'est qu'Apple, d'une toute petite décision, pour le prochain iOS, une décision parmi plein d'autres, peut faire trembler presque tout le système. Voilà, il faut peut-être des lois là aussi, pour encadrer illustration. Ça, mais voilà, est-ce que c'est à Apple de faire ça du jour au lendemain unilatéralement? C'est quand même à réfléchir, quoi. Ouais, tout à fait. Et c'est là aussi, ça pose question, comme tu le disais tout à l'heure, quand on en arrive à ce type de situation, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de puissance? Je vous laisserai juge. De toute façon, comme tu le dis, je pense que dans ce podcast, ton témoignage ne promeut pas fondamentalement une position ou une autre. Je pense que tu pointes le doigt sur des choses qui effectivement semblent aberrantes en 2020 aujourd'hui. Bon, Apple, en tout cas, il voudrait aussi sortir leur épingle du jeu du côté du moteur de recherche. Bah oui, ça les embête un petit peu de devoir reposer énormément sur Google au travers de contrats, d'ailleurs, qui sont particulièrement conséquents en termes de redevances pour proposer la recherche sur leurs appareils. Il s'avère que ces derniers temps, il y a des éléments, des indicateurs, alors ça reste des suppositions, il n'y a rien d'affirmatif, mais plusieurs éléments qui montrent que déjà la recherche Apple se base de plus en plus sur des éléments qui dépendent pas forcément de Google, ne serait-ce que des recherches dans Siri, des recherches même qui émanent de Spotlight, qui est l'espèce de méta-moteur de recherche qui va aller chercher sur Internet, sur votre appareil, un peu partout. Et il y aurait, a priori, le robot d'indexation d'Apple qui tournerait à plein régime aussi sur le web. Alors, il en faut peu pour mettre le feu aux poudres et essayer tout de suite de se dire « Tiens, Apple veut faire son propre moteur de recherche ». Alors, vrai ou pas vrai, je ne sais pas. En tout cas, moi, j'avoue que, et ça peut me faire peur d'un autre côté, mais toutes les initiatives, et je me suis déjà exprimé à ce sujet, visant à concurrencer Google pour faire un moteur de recherche, se soldent souvent par quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. On sait l'importance qu'on a qu'il y a aujourd'hui à avoir un moteur de recherche pertinent. Et quand je vois dans les crises qui traversent notre quotidien à quel point il est dangereux d'être exposé à des contenus non fiables, malheureusement, et ça me fait peur aussi d'un autre côté, mais je n'ai pas trouvé d'autres acteurs de confiance auprès de qui je puisse reposer mes requêtes de recherche autres que Google. Je sais pas si tu as un sentiment équivalent, Guillaume. Moi, je refuse maintenant de faire mes recherches en dehors de Google parce que c'est l'acteur, que ça me plaise ou pas, qui a les résultats les plus pertinents et les moins risqués selon mes tests, et ce qui, là aussi, fait peut-être un peu peur de n'avoir qu'un seul acteur de ce type-là. Avoir qu'un seul acteur, c'est un problème, mais qu'Apple se lance dans la recherche, c'est un autre problème. De mon point de vue, ce serait une énorme erreur, parce que... ce serait une énorme erreur, mais bon. Ce serait une erreur parce que, globalement, là, ils mettent Google
en choix par défaut, ils reçoivent énormément de fric de Google Ouais. pour faire ça. Donc ils se couperaient donc de cette ressource de revenus. S'ils avaient leur propre moteur de recherche, ça leur coûterait énormément cher et surtout ça les rendrait encore plus gros, encore plus puissants et ça les mettrait encore plus dans le collimateur des autorités antitrust. Donc on vient de dire qu'ils étaient trop gros, trop puissants. Si en plus ils ont aussi le moteur de recherche qui va avec le navigateur, qui va avec le système d'exploitation, qui va avec la machine, ça commence à faire un petit peu beaucoup pour la bulle Apple, quoi. Donc moi je pense que ce serait pas une très bonne idée en réalité. Est-ce que ce serait bon ou pas, je sais pas. Bon, mais c'est pas. Ce serait cohérent avec une partie de leur stratégie, parce qu'aujourd'hui déjà, on recherche des lieux potentiellement sur les services plans d'Apple qui sont de plus en plus pertinents, je dirais. Écoute, donc ce serait cohérent, tu vois. Ce serait pertinent peut-être, mais enfin bon, bah, voilà quoi. Pour l'utilisateur, je sais pas. Pertinent commercialement pour Apple probablement. Pour l'utilisateur, je ne sais pas. Et pour les régulateurs, effectivement, tu as raison, c'est un signal d'alerte de plus. On voit la petite cible rouge là qui se déplace de GAFA en GAFA, et ça se tournerait une fois de plus vers Apple sur ce sujet-là, c'est possible. Bah pendant qu'on parle d'Apple, Guillaume, quand même, mentionnons rapidement, les rumeurs vont bon train pour nous dire qu'il pourrait y avoir, on ne sait pas exactement sous quelle forme, mais une annonce très prochaine évidemment de l'iPhone 12, on n'apprend rien, de l'Apple Watch série 6, pour laquelle on nous dirait principalement que la batterie serait un petit peu plus importante, et on nous reparle là beaucoup des Apple AirTags, et bon on suivra tout ça ensemble, et puis dès qu'on aura des confirmations en bonne et due forme, ce qui devrait pas tarder maintenant dans quelques épisodes maximum, on sera ravis de vous en reparler. Mais en attendant, on va aller voir, là on a vu un petit peu les dominants. Tu nous as classé ça de cette manière-là dans les notes. J'aime beaucoup cette approche. Il y a les dominants et dominés. Et puis on va parler de l'autre feuilleton de l'été, de TikTok, qui on en parlait déjà ensemble, Guillaume, dans le dernier épisode où tu participais du rachat, sur lequel il y avait Microsoft qui était présenté, mais il y a d'autres acteurs qui sont présentés entre-temps. Walmart, alors aux côtés de Microsoft, Oracle, d'autres acteurs, on en est où là? La liste s'allonge de jour en jour ou pas, Guillaume? Ouais, bah TikTok, c'est la deuxième saga de l'été, tu sais, la concurrente, celle qui passe sur M6. TikTok, donc oui, pour Trump, elle doit être rachetée, et rapidement, puisque c'est finalement avant le 12 novembre que ça doit se faire. Donc, voire banni, par une boîte américaine. Ouais, alors par qui? C'est vrai qu'il y a eu Microsoft et Walmart, les deux ensemble, c'est Oracle, vous l'aviez vu que la dernière fois, et le dernier candidat arrivé, c'est Thriller, épaulé par un gros fonds d'investissement qui s'appelle Centricus. C'est un fonds anglais, en fait, qui manage quand même 27 milliards de dollars. Thriller, en fait, c'est un clone de TikTok à la base, c'est comme Zine, Byte, et Centricus et Thriller, donc ils mettraient 20 milliards sur la table pour acheter TikTok directement à ByteDance. Bon, moi, ce qui me fascine avec cette histoire, c'est qu'à peu près n'importe qui a assez de pognon voudrait racheter TikTok, quoi. C'est Netflix, Twitter, ils étaient aussi en discussion. Mais ce qui a une vraie chance d'arriver, finalement, c'est que TikTok perd de la moitié de sa valeur un an après son rachat par Microsoft, Walmart ou Oracle, quoi. Parce que tout le monde voit TikTok comme un véhicule pour son propre business, Walmart, il voit l'endroit idéal pour la pub et le e-commerce de façon sociale, tu vois. Donc, je sais pas, en gros, TikTok deviendrait une sorte de téléachat, mais pour la génération Z, quoi. Bon, TikTok, c'est pas trop ça, si, je sais pas, TikTok, ça a beaucoup de succès, mais c'est aussi grâce à des algos super efficaces, des trucs toujours nouveaux, des fonctionnalités de partout qui arrivent. Bon, je sais pas, ça doit être pas simple, tu vois, de conserver l'engagement d'un public super jeune qui cherche toujours du nouveau. Je sais pas si tu vois Oracle bien gérer TikTok ou Walmart. Tu vois. On en parlait, Oracle, c'est vraiment pour moi l'archétype de l'acteur qui va pas matcher, quoi. Mais... Bon, de toute façon, c'est pas fait, cette vente, parce que bon, la Chine sort, on a toute sa manche, une loi qui interdit l'export de l'intelligence artificielle, qui est donc très large. Le transfert de technologies qui sont quand même assez répandues, comme la suggestion de contenu, l'analyse de texte ou la reconnaissance de la voix, serait interdit. Et bon, il est quasi sûr que TikTok utilise ce genre de truc, et donc le gouvernement a mis en garde ByteDance dans ce cadre. Mais donc ça voudrait dire que, je sais pas, TikTok serait vendu sans ses algos, je sais pas. En tous les cas, tout ça devient trop compliqué pour Kevin Mayer, le cadre de Disney qui était PDG de TikTok depuis seulement 2 mois. Il vient de jeter l'éponge. Bon, il avait probablement été choisi pour rassurer le gouvernement américain, mais bon, il souhaite pas rester avec l'incertitude totale sur le destin de l'appli qui pourrait en fait disparaître du territoire, tout simplement. En tout cas, bon, vous qui nous écoutez, vous aurez peut-être la réponse, puisque d'après CNBC, le deal pourrait être scellé aujourd'hui mardi. Donc, on verra bien la prochaine fois. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cet épisode, vous êtes plus au courant que nous, là, pendant qu'on enregistre. Moi, j'avais un autre aspect de ce feuilleton M6 qui me paraissait intéressant. J'ai partagé un article de Forbes, là, sur Twitter, qui a lui-même été partagé par monsieur Gilles Babinet, qui explique, ou qui tente d'expliquer et qui donne des pistes de réflexion sur pourquoi le gouvernement chinois ne réagit pas aux attaques contre Huawei, notamment, pour reparler de technologies chinoises qui sont embêtées par l'administration Trump.
Et bon, il y a pas forcément une réponse forcément très affirmative, mais effectivement, ça m'a fait réaliser que la Chine n'était pas extrêmement virulente dans cette guerre. Je pense qu'ils ont tout à gagner à attendre, en espérant peut-être que dans quelques mois, le président américain sera plus le même et que peut-être la manière de gérer ce conflit ne sera pas la même. On verra. Tu voulais aussi nous signaler, nous relayer un signalement de la part de Brave, le navigateur avec l'icône en forme de tête de lion, qui s'insurge sur des évolutions de fonctionnement qui seraient proposées sur Internet. Ouais, Dominance toujours, avec une histoire qui est un peu inquiétante pour l'avenir du web, c'est les web bundles. Bon, c'est une idée qui est relativement simple, hein, au lieu d'une page web, alors tiens, une page web c'est un agrégat en fait, hein, d'éléments épars, qui ont tous une URL différente, hein. Donc t'as la page HTML, t'as les images dedans, les styles, les fonts, etc. Ben, à la place de ça, on les crée... ressources JavaScript. Ouais, les scripts, effectivement, un petit peu tout, quoi. Et bon, on crée un bundle à la place de ça, donc un espèce de gros paquet, qui est tout simplement l'équivalent d'un fichier PDF, tout est à l'intérieur. Un point exe. Ouais, mais plutôt un PDF, c'est un document où tout est intégré, le formatage, le texte, l'image, les fonts, tout. Okay. Donc forcément, c'est plus simple à télécharger, hein, puisque tu as une seule connexion qui est nécessaire pour la page entière, et c'est plus facile à échanger aussi, évidemment, à compresser, bon bref, on y gagne. D'autant qu'on peut parfaitement faire un bundle avec plusieurs pages, voire avec un site entier, finalement. Mais le problème, c'est qu'on y perd aussi, parce qu'un PDF, c'est opaque. On peut plus considérer les éléments indépendamment, on peut plus les filtrer, ni les auditer. Et imagine un site en bundle, les URL disparaissent en fait, hein, puisqu'à l'intérieur du site, les URL disparaissent au profit d'index arbitraires, hein, qui référencent l'intérieur du bundle. Donc en gros, le business de Brave, et d'autres filtres à pub et à tracker en est plus possible. Donc imagine qu'il y a un tracker sur un site, le script possède normalement une URL qui peut être repérée, crowdsourcée, voilà, repérée par n'importe qui, référencée pour le blocage, les listes sont souvent crowdsourcées, et bon, avec un bundle, le script est dans le bundle et la référence n'a plus aucun sens. Elle n'est plus universelle. Donc la disparition de l'URL, c'est un danger, en fait, tout simplement pour le web ouvert et lisible. Le web qui serait auditable par tous, hein, et pas seulement, hein, pour Mublock ou Adblock, hein. Et Google, cette fois-ci, hein, s'il cherche à imposer ce type de truc, bénéficiera de sa puissance, hein, pour rendre le web plus opaque. Donc je pense que c'est un problème intéressant que soulève Brave et qui reste, ça reste encore un peu dans le même thème, on va dire. Ma naïveté m'amène probablement à dire une bêtise, mais est-ce que Google se tire pas une balle dans le pied? Parce qu'à partir du moment où on met en place des bundles, ça veut dire que potentiellement, même Google, alors évidemment, quand tu connais la recette de cuisine, tu sais mieux comment il fait le gâteau, mais est-ce que quand tu mets en place des bundles, tu n'es pas pénalisé quand tu as des robots qui vont justement profiter de la nature très ouverte de la manière dont sont construites des pages pour les indexer et les proposer dans un moteur de recherche? Ben c'est pas impossible du tout, mais que ce soit un problème effectivement pour l'indexation, que ce soit rendre plus compliqué l'indexation, c'est pas exclu d'ailleurs, tout à fait. C'est rigolo. À suivre de très près. Et puis alors dernière entité qui est dominée, ce sont nous, les humains. Et oui, par la pollution visuelle. Oui, les astronomes, l'astronomie et les astronomes, malheureusement, ouais, ils se font un peu dominer. Donc les astronomes atterrés, hein, ont publié un nouveau document sur à quel point les constellations de satellites vont rendre leur boulot plus difficile. Parce que pour eux, c'est clair, hein, ça va compliquer les choses, c'est sûr, à l'inverse de ce que disait Musk, en fait, hein, que Starlink n'aura pas d'impact. Bon, ils ont fait des simulations, et ils ont vu que finalement aussi, il y en aurait quand même, hein, donc il existe quand même des moyens de minimiser la nuisance, hein. Bon, la première, c'est de lancer le moins de satellites possible. Bon, c'est pas gagné, hein, évidemment. Ensuite, il faut des éphémérides très précis pour pouvoir les éviter. Bon, ça, à la limite, c'est tout à fait gérable. Tous les satellites sont pas aussi chiants, en fait, hein. Il y a ceux qui sont en dessous de 600 km, sont pas aussi nuisibles, hein. Ils ne sont visibles qu'au crépuscule, et donc ils sont potentiellement assez brillants, mais uniquement pendant quelques heures, pendant un petit moment finalement, et pas toutes les saisons. Donc en plus on peut, ils donnent des recommandations pour minimiser l'éclat, donc peinture noire, essayer de faire des angles moins vifs, et évidemment les positionner, les tourner, pour pas qu'ils reflètent pour qu'ils reflètent le moins de soleil possible. Tout ça c'est possible, si tu veux, de minimiser un petit peu le truc. 600 km, c'est à peu près là où seront les trucs, la constellation Starlink et celle d'Amazon. Le gros souci, par contre, il est posé par les satellites qui seront au-dessus de 600 km, hein, comme ceux de OneWeb, dans lequel les Anglais ont cru bon d'investir, qui orbiteront, eux, à 1200 km et même jusqu'à 8500 km. Alors, ils sont susceptibles d'être illuminés toute la nuit en été, par contre. Cela dit, bon, évidemment, comme ils sont plus loin, ils sont aussi plus faibles. Ils ont une intensité lumineuse plus faible, évidemment. À 8500 bornes, tu vois moins bien, hein, même si c'est très brillant, tu vois quand même moins bien les trucs. Après, sur des longues pauses, évidemment, ça peut poser quand même des problèmes.
Alors les scientifiques ont fait des simulations, hein, ils ont fait des recommandations comme ça. Donc en gros on peut minimiser l'impact des constellations, mais il faut une collaboration des intéressés. Alors Starlink a déjà dit qu'il allait collaborer au maximum pour faire ça. C'est vrai qu'avec 14 000 satellites autorisés à être lancés et potentiellement presque 100 000 dans un futur indéterminé, puisque les grandes marques, là, les grandes boîtes continuent en fait de proposer, de demander des autorisations pour toujours plus de satellites, ben, ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. En tout cas, la connectivité, c'est plus que jamais un enjeu, hein, voilà, partout, puisqu'avec le Covid, bon, on a vu que c'était extrêmement important que tout le monde soit connecté pour plein de raisons. Et donc du coup, oui, là, c'est un enjeu majeur, et ouais, l'internet spatial va vraisemblablement faire partie de la solution, en tout cas de la solution choisie, que les astronomes vont devoir faire avec, hein, j'ai l'impression. Est-ce que tu avais vu ces speed tests des premiers tests de débit du réseau Starlink justement qui avaient été publiés? Alors bon, il y a toujours à prendre avec des pincettes, c'est pas des communications officielles, c'est des tests, ça peut s'améliorer, mais qui étaient bien en dessous des débits qui étaient envisagés avec je sais plus, c'était pas 30 mégas, enfin c'était assez ridicule. Bon, ça reste des informations qui circulent comme ça, qu'on récupère sur le web, qui sont pas, comme je le dis, des tests en bonne et due forme, mais a priori c'était pas bien emballé pour avoir une haute connexion avec ces réseaux-là. En plus, manquerait plus que ça marche pas. Si ça marchait pas, si ça marche pas, ils s'en rendront compte très rapidement, ce sera pas rentable, donc voilà, ils seront où ils sont, et puis c'est fini, quoi. Ils finiront par tomber, je sais pas quoi, mais c'est si ça marche bien que c'est le plus problématique, puisqu'ils vont lancer des kilos. Enfin, on en vient à souhaiter que le truc fonctionne pas bien, quoi. Oui, parce que là, clairement, on a plus un jugement de valeur. Autant les histoires commerciales, machin, juridiques, on peut débattre. Autant là, il y a quelque chose de très intime à l'être humain que de pouvoir observer les étoiles. Il y a quelque chose de très noble dans l'étude de l'espace, et effectivement, perturber ça ne peut que poser question. Allez, on enchaîne avec une rubrique innovation. On va quand même conserver notre Elon Musk qui a pris la parole avec un parterre de journalistes, évidemment tous masqués, mais pour leur présenter des avancées de Neuralink. Alors surtout, il a présenté ces avancées-là, c'est la première démo publique de fonctionnement de Neuralink, dans une optique de recrutement principalement, parce que je pense qu'il y a encore besoin de convaincre sur cette technologie qui reste a priori très théorique. Et on a vu donc un premier fonctionnement en live basé sur 3 petits cochons. On ne sait pas si l'histoire du grand loup qui souffle une des maisons des cochons, etc., et a inspiré les choix porcins. Elon Musk a en tout cas avancé le fait que les cochons étaient ce qui se rapprochait peut-être plus facilement de l'homme. Et en gros, quand un truc comme Neuralink fonctionne sur un cochon, il y a de raisons de penser que ça pourrait fonctionner de manière analogue sur l'être humain. Toutes les modalités de test qu'on puisse imaginer prises, évidemment. Et donc, on a eu 3 cochons. Un cochon qui était équipé d'un Neuralink, un qui avait été équipé d'un Neuralink et qui ne l'avait plus parce qu'il est important pour Elon Musk de prouver le fait que la technologie est pas invasive et réversible, c'est-à-dire qu'on peut retirer l'implant et revenir à une vie normale, et une truie qui sert d'échantillon test, on va dire, qui n'avait jamais eu le Neuralink. Alors on a été épaté, Guillaume, je pense que tu as été soufflé toi aussi, de voir des graphiques qui faisaient tic-tic quand le cochon respirait autour de lui. Est-ce que ça t'a convaincu, cette première démonstration publique ? Bah oui, plus ou moins. Enfin, je sais pas. Alors, ce qui est marrant, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le fameux Link lui-même a beaucoup changé. On en avait parlé dans The Rendez-vous Tech, je crois, l'été dernier, exactement. Oui. Et alors là, c'est désormais une petite pièce de monnaie de 2,3 cm de diamètre pour 8 mm d'épaisseur. L'épaisseur du crâne, en fait, hein, puisque ça, en fait, c'est tout simple. Tu as là un petit bout de crâne et tu mets ça à la place. Donc bon. Donc c'est, voilà, de cette petite pièce échappe une petite nappe souple qui se termine avec un mince peigne de 1024 microélectrodes. Donc ça fait 1024 canaux d'écoute, hein, ou de stimulation, pour une zone corticale arbitraire. Donc on va pas très profond dans le ciboulot, on va juste en surface, c'est-à-dire dans le cortex, mais ça suffit pour plein de trucs déjà. Et donc oui, il suffit de faire un trou de la taille du Link dans ton crâne, de le poser en emplacement du bout d'os manquant, et c'est bon. Alors, l'opération est faite par un robot qui lui aussi a beaucoup changé, hein, par rapport à ce qui avait été présenté l'an dernier, et beaucoup plus clean, beaucoup plus amical, t'as presque envie. Le truc peut te poser un implant sous anesthésie locale en plus, hein, et tu peux rentrer chez toi, le câbler le soir même. Donc le truc a une batterie, ça communique via Bluetooth, ça se recharge par induction, les tests sur les humains pourraient débuter l'an prochain, sur des patients avec des lésions sévères de la colonne vertébrale.
Pour être honnête, rien de ce qu'on a vu n'est en soi révolutionnaire, parce que faire tic-tic quand il y a une zone qui chatouille, bon, c'est pas non plus incroyable, mais ce genre de dispositif, ça existe par ailleurs, hein, d'autres animaux ont eu des implants avant, tout ça, mais là, quand même, c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point le design du truc a évolué en si peu de temps, c'est une année, quoi, et son aspect très produit. C'est pas un truc de labo habituel, tu vois, c'est un truc compact, pensé pour être le moins intrusif et le plus grand public possible, et c'est quand même fort, quelque part. Hein. Alors après, il y a toujours la couche Musk, hein, qui rend ça un peu moins sérieux, puisque lui, il affirme qu'on pourra à terme tout faire, soigner la cécité, la surdité, restaurer la mobilité, écouter des symphonies dans sa tête, traiter la dépression, les pertes de mémoire, et même s'interfacer avec des intelligences artificielles. Bon, ouais, alors on est quand même très très loin de tout ça, hein, parce qu'il reste encore le challenge de l'usure des électrodes. De leur propre aveu, hein, le milieu du cerveau est corrosif. Et bon, pour garder longtemps, en fait, ce dispositif sans que ça bouffe les électrodes, c'est pas complètement gagné. Donc rien que ça, déjà, c'est quand même un vrai challenge. Donc, pour l'instant, Neuralink ne traite rien du tout. Hein. Une fois l'implant placé, supposer qu'il soit vraiment inoffensif et durable, tout reste à faire. Mais donc, si la décennie à venir, si vous voyez donc apparaître via Neuralink un traitement pour un truc, même un truc, pas très compliqué, ce serait déjà super. Franchement, je serais déjà très content. Donc, moi, c'est déjà ça. Après, pour la matrice, on verra plus tard, hein, je pense, beaucoup plus tard. C'est vrai que pour le moment, la présentation est encore une grosse promo pour recruter toujours plus de personnel, parce qu'il y a 100 personnes chez Neuralink, il y a un très gros turnover. Parce que d'après StatNews, la pression y est très grande, le rythme est effréné, quitte d'ailleurs à bousculer un petit peu la cadence scientifique normale. Bon, apparemment, ils ont un petit peu de mal à garder les scientifiques, même les scientifiques fondateurs se sont barrés, je crois qu'il y en a sur les 6, il en reste que 2, il me semble, un truc comme ça. Donc c'est un petit peu difficile apparemment, mais ça avance quand même vite, hein, et technologiquement c'est quand même intéressant à suivre. Eh ben oui, sans doute pas à la même échéance que les rumeurs de smartphones, mais ça avance à son rythme, et on le sait, le rythme dans la biologie est pas le même que dans la technologie. Mais justement, je parle de smartphone, alors c'est l'autre élément d'innovation dont on va parler un petit peu, parce que ça continue, hein, il y a beau y avoir les ventes de smartphones dans le monde qui continuent à décliner selon les chiffres qui sont suivis année après année. Là, on a eu des derniers chiffres qui montrent qu'il y a toujours une baisse de smartphones, alors qui est peut-être aussi accentuée par notre confinement, le coronavirus, mais il y a de bonnes raisons de penser aussi que les usages tendent à se tasser, et pourtant il y a de l'innovation, hein. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y avait la présentation par Samsung du Galaxy Z Fold 2 avec un prix 2020 € à partir du 18 septembre. Bonne chose si vous faites partie des chanceux qui avaient réussi à investir dans un Samsung Galaxy Z Fold. S'il est plutôt en bon état, que la charnière a pas lâché, que l'écran est pas massacré, vous pouvez le rendre et acheter un Samsung Galaxy Z Fold 2 pour 900 €. Intéressant, belle réduc, mais c'est pas les seules innovations qu'on a. On a notamment la caméra selfie. Le comité contre les trous va s'en réjouir, qui disparaît sur les écrans, Guillaume. Oui, hein, ça y est. Hein, ce problème qu'on n'avait pas est en passe d'être résolu, c'est ça qui est bien. C'est que Xiaomi donc a présenté la 3e génération. Ne cherchez pas les 2 premières générations, sont jamais sorties sur le marché, mais bon, c'est la 3e génération de sa caméra sous écran, sub-display, voilà, comme ils disent. Donc en fait, globalement, tu mets la caméra sous l'écran exactement comme un lecteur d'empreinte digitale, sauf que le lecteur d'empreinte digitale, il a pas besoin d'une grosse précision, donc tu peux le foutre sous l'écran. Il voit pas bien, enfin il voit quand même suffisamment bien pour reconnaître ton doigt. Alors que si tu veux faire des beaux selfies qui te rendent tout beau sur Instagram, quand même il faut une certaine qualité, quoi. Donc c'est beaucoup plus compliqué de mettre un truc derrière l'écran, parce que devant il y a l'écran et que ça bouffe de la lumière. Alors là, leur solution, ça a été de conserver le nombre de pixels. Donc en fait on a donc un écran avec une petite zone carrée dans lequel il y a le même nombre de pixels, mais les pixels sont plus petits. Donc en fait, l'espace entre les pixels est un petit peu plus grand, donc ça laisse passer plus de lumière, et derrière il y a une caméra qui voit toujours très mal, mais dont on traite les images au maximum pour avoir en sortie une image relativement sympa. Et donc, si tu veux, c'est comme si t'avais un petit trou, mais recouvert par de l'écran, en fait, un écran qui est d'un petit peu moins bonne qualité, mais c'est quasiment imperceptible, et ça se voit quand même moins qu'un petit trou. Donc oui, je pense qu'on peut dire que le truc est quasiment résolu. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Xiaomi n'est pas la seule marque à faire ça, puisque ZTE avait aussi annoncé un téléphone comme ça avec total écran et donc une caméra
camouflé, je trouve. Est-ce que tu trouves ça bien, toi? Tu préfères ça? Alors moi, je trouve la prouesse hyper intéressante et quelque part, je trouve ça captivant. Ça relève de la magie de la technologie. Je trouve ça génial de se dire qu'il y a une petite caméra derrière un écran et qu'on s'en rend même pas compte. Je trouve ça vraiment super. Après, je fais aussi partie des gens qui sont pas très dérangés par les grosses encoches, les gros trous, les trucs comme ça. Donc bon, je n'ai toujours pas ma carte de membre au comité contre les encoches ou le comité contre les trous. Donc je suis peut-être moins. Mais peut-être que tu préfères la solution Asus, puisque le Zenfone 7 Pro, lui, a une autre solution, c'est la caméra rotative. En fait, la caméra, donc en fait, les capteurs caméra qui sont au dos, donc ils sont détachés du dos, et il y a une petite charnière qui permet de les rabattre sur l'avant. Donc à l'avant, il n'y a aucune caméra frontale, normalement il n'y a aucune caméra frontale du tout, tout simplement, et quand vous avez besoin d'une caméra selfie, ben vous prenez vos capteurs dans le dos, et vous les rabattez vers l'avant. Donc, et ça donne en fait un truc qui ressemble à une webcam tout simplement de PC. Et c'est très malin parce qu'en réalité, ça vous permet de faire des selfies avec la qualité des capteurs qu'il y a sur le dos et des capteurs, c'est-à-dire que vous pouvez faire des selfies avec les 3 capteurs. Il y a 3 capteurs avec 3 focales et ça vous permet de faire des selfies beaucoup plus variées et de très bonne qualité, quoi. Donc c'est plutôt une bonne, je trouve que c'est plutôt une bonne idée en fait, tout simplement. Évidemment, ça fait une pièce mécanique en plus, mais bon, c'est pas mal. Alors si vous êtes intéressé. Ce truc arrivera donc chez nous par contre, hein, il sera lancé en Europe aussi, 800€ quand même, bon après c'est un truc haut de gamme avec un Snapdragon 865, un écran 6 pouces 67, et donc des caméras, plein de caméras que vous pouvez flipper d'un côté et de l'autre. Tu trouves ça plus convaincant toi ? Ben non, moi je préfère la belle solution magique de Xiaomi bien intégrée. Moi les trucs mécaniques en plus, ça ne me convainc que peu. C'est un des éléments qui me fait redouter un peu les smartphones pliants. C'est forcément quelque chose qui avancera, mais tout élément mécanique, moi c'est des trucs qui me font peur. En informatique, t'as quand même l'imprimante, c'est la quintessence du truc mécanique qui continue à merder au possible, bien plus que tout le reste selon moi. Et j'aime pas les trucs mécaniques, mais l'idée est noble. On verra si le marché approuve cette idée en tout cas. Alors je sais pas si le marché va approuver le Fairphone 3 Plus, mais c'est quand même une super idée. Je voulais relier quand même le Fairphone. Le Fairphone, donc c'est un Fairphone 3, c'est un téléphone qui est modulaire, donc vous avez modulaire dans le sens où c'est très facile à démonter, quoi. C'est-à-dire vous avez 22 vis sur votre Fairphone 3 et vous avez, je sais pas, quelque chose comme 7 modules différents. Donc les modules, ça y est, les haut-parleurs, capteur dorsal, frontal, micro, capteur de proximité, batterie, vibreur, écran, etc. Et donc tous ces trucs-là peuvent être changés, il y a des pièces. Ce qui fait que le Fairphone 3 Plus, qui est globalement un Fairphone 3 avec un meilleur appareil photo, soit vous l'achetez, soit vous gardez votre Fairphone 3 et vous changez le module appareil photo. Et ça vous donne globalement un Fairphone 3 Plus. C'est quand même une bonne idée, parce que c'est beaucoup moins cher, évidemment, de changer juste puisque c'est 70€, hein, la nouvelle, pour l'instant, parce qu'après ça va passer à 94,90, mais pour l'instant c'est 70€ le changement de caméra. Et bon, voilà, vous gardez votre vieux téléphone, mais vous avez de meilleures photos, comme ça, c'est quand même une excellente idée, je trouve, pour augmenter la durée de vie des téléphones. Je pense que c'est quelque chose à suivre, et un exemple probablement à suivre. Et il continue à commercialiser le Fairphone 3 en parallèle, qui ne bénéficie pas de ces évolutions. Je pense qu'il y a des histoires d'économie de production de plastique, etc., de stockage, de stock de produits plutôt. C'est plutôt chouette. Alors une autre proposition, et moi je suis désolé, mais toutes les propositions de LG, la marque, en matière d'écran annexe, pliant sur le côté, qui se rajoutent, me font à chaque fois sourire. Et je pensais que ce serait peut-être terminé. Non, il y a une nouvelle proposition qui arrive, Guillaume. Oui, alors c'est pas encore officiel, mais moi tu sais bien que les doubles écrans, les écrans supplémentaires, j'adore les doubles écrans. Et là c'est assez original puisque ce serait donc pour le LG Wing, ce serait un écran pivotant ajouté à la machine qui se ferait 4 pouces et qui serait carré. Donc il se rabattrait comme ça et qui fait penser quand même pas mal à un écran d'appareil photo en fait. C'est l'écran de l'appareil photo, vous savez que vous pouvez le tourner quoi. Là ce sera un petit peu la même chose mais sur un téléphone. Donc ça donne une surface supplémentaire, plus petite, carré, qui peut être utilisé un petit peu comme vous voulez, de toutes les manières que vous possibles. On sait pas exactement ce que ça va donner. C'est une proposition qui est un petit peu étonnante parce qu'effectivement on verrait plus tout simplement un truc symétrique avec les deux mêmes écrans, ce qu'ils ont déjà fait d'ailleurs, que moi je trouve plutôt sympa comme proposition, très honnêtement, mais bon. Le Wing, est-ce que ça sera moins cher, tout simplement? Est-ce que ce sera le moins cher de tous les téléphones double écran, ou est-ce qu'il y a un usage spécifique, on ne sait pas. Moi, je trouve ça sympa de voir de la nouveauté comme ça, et moi, le double écran, j'aime bien, donc pourquoi pas.
Eh ben, on verra si là aussi ça convainc dans les usages. On s'éloigne un petit peu de nos smartphones pour continuer malgré tout à parler d'innovation et conclure cette petite rubrique parce qu'on a Facebook Horizon, donc cette espèce de réseau social aux mises en jambes qui va arriver en bêta. Donc je me suis inscrit moi pour la bêta, j'espère que j'aurai une invitation pour me plonger dans ce bel univers des personnes qui n'ont pas de jambes. Et juste un mot pour montrer, pour relayer le choix qui est acté par Facebook, vraisemblablement de faire disparaître la marque Oculus, puisque le prochain événement qui aura lieu le 16 septembre sur la réalité virtuelle par Facebook ne s'appellera plus Oculus Connect, mais Facebook Connect, un changement de nom, mais qui montre que la galaxie Facebook veut s'étendre au-delà même des autres marques du groupe, ce qui est un peu contraire à une approche qu'on aurait pu imaginer qu'il puisse avoir. À noter aussi d'ailleurs que dans les appareils Oculus, vous avez la possibilité encore aujourd'hui de ne pas utiliser de compte Facebook. Bon, subtilement, ils arrivent quand même bien à mettre en avant le fait que vous pouvez vous Facebook connecter et retrouver toutes vos informations, c'est très pratique, mais si vous voulez lutter, vous pouvez utiliser un compte Oculus qui a priori n'est pas relié et rattaché à un compte Facebook. Et bien c'est terminé, dans quelques mois, vous n'aurez plus la possibilité de vous passer d'un compte Facebook. Bon, j'imagine que ça te réjouit au plus haut possible, Guillaume. Ah ben moi j'aurais pas un Oculus Quest, c'est tout, tant pis, c'est fini. Hein. Tant pis. Ah ben non, je vais pas créer un code Facebook pour aller, c'est bon quoi. Il va certainement y avoir enfin, à un moment donné, des casques concurrents, oui. Et puis voilà, tant pis, c'est bon. Vraisemblablement. Bon, moi je profite de mon Quest, tu vois, en attendant, je l'ai ressorti là de mes cartons, j'ai pris plaisir à le réutiliser. Alors au passage, Beat Saber, pas Linkin Park, je dis oui. Voilà, bon, c'est pas que Oculus, hein, mais je dis oui. On va parler justement de jeux vidéo, pas forcément réalité virtuelle, bien évidemment. Quelques infos, Gamescom 2020, Guillaume. Oui, bon, c'était la Gamescom. Bon, elle était virtuelle, et donc composée uniquement de vidéos et de prix bidons. Ouais, de prix bidon, parce que franchement, les prix Gamescom, c'était à mourir de rire, quoi. Donc, parce que bon, déjà... J'ai absolument pas suivi, dis-moi tout. Bah, écoute, déjà, voter pour des jeux qui sont pas sortis, donc auxquels personne n'a pu jouer, et surtout pas ceux qui votent, c'est assez débile. C'est surtout comme donner des palmes sur des bandes annonces, quoi. Ouais, mais complètement, c'est exactement ça. Surtout que les gens en question, bah, il n'y en a pas tant que ça, et que Cyberpunk 2077, par exemple, est nominé pour être le meilleur jeu PC, Xbox et PlayStation. Donc on se retrouve au final avec Cyberpunk 2077, donc pas sorti, hein, élu meilleur jeu PlayStation. Ce n'est pas un jeu PlayStation, donc enfin si ça va sortir PlayStation, mais pas seulement, tu vois. Donc je vois pas en quoi c'est un jeu PlayStation. Donc ça veut dire quoi, je sais pas. Donc je comprends pas absolument du tout le sens de ce prix. Mais alors ce que je comprends encore moins, c'est le prix du Most Wanted Tech. Parce que là, c'est le sommet du bidon, voire de l'arnaque, hein, parce que j'ai lu un peu partout sur le web que la Xbox Series X avait été élue la tech la plus attendue. Et j'ai même lu sur Screen Rant qu'elle avait battu la PS5. Alors je vais aller voir quand même, et dans les notes de l'émission, vous trouverez la vidéo de cette merveilleuse élection, et vous pourrez constater que les nominés pour la Most Wanted Tech, c'était l'Amico, xCloud et la Series X. Et c'est tout. Mais what the fuck. On pouvait pas vraiment choisir un meilleur panel pour 2020 que l'Amico, qui est une réédition de l'Intellivision, une console oubliée des années 80. On en avait parlé, hein, de cette console. Oui, bah, bien sûr, on parle de tout. xCloud, de tous les trucs improbables, évidemment. Enfin bon, xCloud, qui n'est pas une machine, mais bon, c'est Microsoft, et reste la Xbox, donc oui, la Xbox a gagné, et c'était ouf, là, c'était difficile, hein. Non mais quelle blague. Bref, voilà, c'est super bidon. Bon voilà, alors, sinon, est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont tenté? Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a eu des trucs de fou furieux. J'ai absolument pas suivi, moi. Bah, il y a Star Wars Squadron, c'est pas nouveau, mais bon, c'est vrai qu'il a l'air quand même sympa. Dragon Age 4 aussi, qui a l'air cool, mais il y a pas d'image du jeu encore, tu vois. Peut-être Ghost Runner ou Everspace 2, qui a l'air vraiment pas mal, mais c'est vrai que ça manque toujours un peu des titres vraiment next-gen, hein. C'est pas étonnant, puisque les constructeurs eux-mêmes, en fait, n'en ont pas. Donc c'est une nouvelle génération qui commence un peu étrange, quoi, hein, au point que je me demande finalement s'il n'y a pas mieux valu la reporter, puisqu'on a l'impression que personne n'est vraiment prêt, quoi. C'est peut-être le Covid, mais franchement, voire même Halo reporté en 2021, et on ne sait même pas quand, c'est quand même dur, quoi, tu vois, c'est mis à part Ratchet, il y aura quoi en novembre sur Next Gen qui soit vraiment Next Gen, qui sorte pas aussi donc sur PS4 ou PC, ou je sais pas, tu vois. En plus, moi, j'ai pas une télé 4K, donc, tu vois, me dire, ça sera en 4K 60 Hz, je m'en fous. Bon, voilà. Après, les lancements, c'est jamais là où il y a le plus de jeux incroyables. Oui, effectivement. Je pense que c'est peut-être à ça qu'il faut se rabattre. Quelques infos du côté d'NVIDIA aussi. Oui, ça vient de tomber, c'est tout chaud d'aujourd'hui, donc j'ai rajouté ça un petit peu dans l'urgence. NVIDIA a montré ses nouvelles cartes graphiques à base d'Ampère,
Et oui, ben Ampère, ça envoie les watts, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est la nouvelle architecture donc qui s'appelle Ampère, qui représente quand même un bon de performance de 100%, voilà, puisqu'on double tout en fait. On se souvient de Turing apportait les Tensor Core et les Ray Tracing Core, mais que souvent finalement Pascal, donc l'architecture des 1080, finalement tenait à peu près la dragée haute à la série 2001 si on n'utilisait pas les nouvelles fonctions. Bon là c'est fait, la série 3000 donc double tout, la puissance en shader brut, donc les processeurs, voilà, enfin les processeurs de 1080 vont pouvoir se rééquiper, mais aussi les Tensor Core et les RT Core, donc une 3080, elle est donc 2 fois plus puissante en machine learning et en ray tracing qu'une 2080. Donc ça est dans un saut qui est quand même très significatif, et qui se voit d'ailleurs dans les qualités photoréalistes de la nouvelle démo Marbles, qui est vraiment... c'est photoréaliste, quoi. C'est vraiment de l'image de synthèse comme on en faisait pour pour l'architecture par exemple il y a quelques années, et là c'est vraiment en temps réel, c'est très très impressionnant, c'est plus fluide que la première Marbles de l'an dernier, ou il y a 2 ans pardon, et largement plus réaliste aussi dans l'éclairage en fait que la version de Turing, et surtout c'est pas si cher que ça, parce qu'en fait il y a 3 cartes, il y a la 3080, donc c'est le même prix que la 2080 mais elle est 2 fois plus puissante, 2 fois plus puissante ça veut dire 30 teraflops en shader de calcul général, 58 équivalents teraflops en ray tracing, 238 équivalents teraflops en intelligence artificielle. Donc la 3070, ce sera la carte milieu de gamme quelque part. Donc c'est quand même une carte qui sera plus puissante qu'une 2080 Ti pour $500. Et c'est quand même 20 teraflops, donc c'est assez énorme. Et il y a eu le One More Thing, il y a eu l'équivalent de la Titan, c'est la 3090. Un monstre de $1500 qui culmine à 36 teraflops, soit 3 fois la puissance d'une Xbox Series X qui est même pas encore sortie. De quoi faire du ray tracing en 4K, et apparemment même en 8K, il y a eu une démo il y a une démo. On a vu des influenceurs jouer en 8K, ils ont eu l'air très très impressionnés, évidemment, c'est pour les pros et les bourgeois on va dire, mais en tous les cas c'est vraiment très impressionnant, quoi. C'est un vrai saut générationnel. En s'équipant de ça, il y a le temps de voir venir, on s'équipe de la carte graphique qui représentera ce qui arrivera pendant sans doute très longtemps. Allez, on va conclure notre rubrique jeux vidéo. On aime bien toujours parler un petit peu de Nintendo avec une rumeur. Oui, désolé, une rumeur qui nous dessinerait une Switch 4K en 2021, alors qui serait pas forcément à rendre pleinement de la 4K, hein. C'est toujours un petit débat. Je reprends l'article de Frandroid qui dit que l'affichage en 4K ne veut pas dire un rendu en 4K, évidemment. Mais est-ce que tu y crois, toi, une itération de la Switch pour 2021 qui proposerait plus de puissance graphique, Guillaume? Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, il y a des contraintes qui sont majeures sur la Switch qu'il n'y a pas ailleurs. Je veux dire, une console normale, j'allais dire une console comme la PS4 ou la Xbox, évidemment, c'est pas une console portable, donc elle est branchée à la prise et tu peux avoir un gros radiateur. Il suffit de voir la PS5, la taille du truc. À mon avis, la taille du radiateur, ça doit être épique. Là, sur une Switch, c'est une console qui doit être portable et tout intégré. Donc en fait, il y a très peu de marge réellement. Là, ils sont en max. En réalité, ils sont toujours au taquet de ce qu'ils peuvent faire pour une finesse de gravure donnée. Donc par exemple, ils sont passés de 20, je crois, pour les premières Switch, à 16, il me semble, pour les deuxièmes modèles de Switch et la Switch Lite. Donc c'est grâce à cette transition qu'ils ont pu faire la Switch Lite, sinon c'était pas possible. Puisque la Switch Lite est plus petite, elle a une batterie plus petite, et donc il faut une puce qui consomme moins pour la même puissance, une puce qui consomme pour la même puissance, une puce qui est gravée plus fin. Donc s'ils veulent faire une Switch Pro, ce qu'ils doivent faire, c'est encore augmenter la finesse de gravure de la puce, quoi. Et comme ça doit être probablement, elle sera rétrocompatible donc le même facteur de forme, si c'est vraiment la même forme, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils passent à 7 nanomètres. Donc 7 nanomètres, ça leur donnera la possibilité d'avoir 2 fois plus de puissance, à la louche, vraiment à la très grosse louche, environ 2 fois plus de puissance de calcul, pour la même enveloppe thermique, ce qui veut dire pas de la 4K. Je veux dire, c'est impossible, soyons clairs. La Switch actuelle n'est pas capable de rendre les jeux qu'elle a actuellement en 1080 de manière fluide la plupart du temps. Hein. Donc, rendre de la 4K avec 2 fois la puissance d'une Switch actuelle, oui, 2 fois la puissance d'une Switch actuelle, ça fait une PS4 pour merde du long, quoi. Mais pas plus, hein. Donc, je veux dire, l'affichage 4K qui concurrence la PS5, c'est pas la peine d'y penser, à mon avis. Je repense toujours à Link's Awakening, la version Switch qui est remaniée, qui reste quand même le remake d'un jeu Game Boy, qui est
beau, je trouve, objectivement, mais qui rame sur la Switch. Je trouve ça complètement dingue, y compris sur la version dockée. Moi, j'ai envie de faire un pari, Guillaume, parce que les paris, ce qui est intéressant, c'est de se lancer dans des choses un peu risquées, tu vois, des choses qui font pas consensus. Moi, j'ai envie de te dire, ils nous ont sorti une Switch qui n'est pas vraiment une Switch, dans le sens où elle est que portable. Et pourquoi Nintendo n'aurait pas envie de nous proposer une Switch qui soit que dock? C'est-à-dire que tu puisses n'avoir qu'une console de salon qui serait 4K et qui ne proposerait pas cette version mobile, parce qu'après tout, est-ce qu'il y a tant... Alors, des cas d'usage mobilité, ok, il y en a. Des cas d'usage télé, il y en a. Est-ce que le cas qu'on nous avait dessiné au lancement de la Switch de je joue un coup en mobile, un coup je la branche, un coup je suis mobile, est si réaliste que ça? Finalement, moi je suis en train de me dire qu'ils vont peut-être nous proposer la Switch Lite d'un côté mobile, la Switch classique si jamais tu veux le compromis que personne ne voudra à la fin, et la Switch 4K qui te proposera de jouer sur ton salon avec la grosse réseau. Alors techniquement évidemment, si tu vires la contrainte portable, ça change absolument tout, hein. Techniquement ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais ça ce serait totalement différent. Mais alors le gros souci, c'est que ça remettrait ça fragmenterait totalement leur écosystème. Parce que ça veut dire que sur la Switch Pro, il pourrait y avoir des jeux qui ne pourraient pas passer sur la Switch Lite. Parce qu'il y a des limites, tu vois, à scaler un jeu, il y a des limites, quoi. À un moment donné, voilà, tu fais pas la même chose sur une PS3 et sur une PS5, quoi. Hein. Tu vois, un jeu PS5, c'est pas juste un jeu PS3 avec plus de pixels et plus de, tu vois, et plus de résolution et plus de polygones, quoi. C'est autre chose. Donc, à un moment donné, je pense que s'ils font ça, ils risquent de fragmenter leur écosystème, et c'est exactement ce qu'ils se sont évertués à éviter, c'est-à-dire à avoir à corriger même une seule plateforme sur laquelle ils développent tous leurs jeux, ils s'emmerdent pas. S'ils mettaient une Switch Pro vraiment beaucoup plus puissante qu'une Switch, et donc une Switch Lite, puisque c'est le maillon faible, en fait, la Switch Lite, quelque part, forcément, ils refragmenteraient leur écosystème, et je les vois pas faire ça. Mais écoute, pourquoi pas, on verra. Oh, l'avenir nous le dira. Mais si on se lance pas dans des paris un peu risqués, on n'en fait jamais. Donc voilà, je me lance. On va passer aux news en vrac pour conclure cet épisode. Alors je vais pas le détailler plus que ça, mais je vous inviterai à aller regarder l'article sur Le Monde qui relaye le mystère des graines chinoises. Je sais pas si tu avais suivi cette affaire-là sur le groupe Telegram de Tech Café. Ça fait l'objet de discussions. Il y en a plusieurs qui disaient avoir eu connaissance, non pas avoir reçu, mais connaissance des réceptions de ces graines chinoises, de ces colis. T'en avais entendu parler ou pas? Non, moi j'avais lu en fait l'article du Monde, donc j'ai un petit peu triché. D'accord. T'as eu la conclusion avant. Mais en fait, l'idée derrière cet article, c'est de mettre en lumière ce qui expliquerait la réception inopinée de graines par des personnes qui n'ont rien commandé, venant de Chine, qui ne sont ni plus ni moins que des graines très simples de plantes diverses et variées. On a identifié des graines de moutarde, de chou, de menthe, de lavande, et encore une fois, les destinataires de ces colis n'avaient rien demandé, donc évidemment psychose, inquiétude, qu'est-ce que c'est? Et bizarrement, l'enquête montrerait qu'il y aurait une association assez évidente entre l'envoi de ces colis et les notes sur des sites tels que Amazon, sur lesquels il faut noter les commerçants, parce que il y aurait des associations qui auraient pu être faites. Moi, je vais pas le détailler plus que ça. Je vous invite plutôt à lire l'article que je trouve bien écrit, bien fait, et l'enquête est intéressante et particulièrement rigolote et savoureuse. Et elle laisse aussi songeur sur les dérives des fonctionnements des commerces en ligne aujourd'hui et ce que ça amène. Fitbit qui propose le Fitbit Sense, tout simplement pour nous aider à mesurer si on est stressé ou pas. Est-ce que t'aurais pas envie, Guillaume, demain d'avoir une montre qui te... J'ose même pas finir ma question. Qui te traquerait en permanence pour savoir si t'es stressé ou pas. Non, mais moi, les montres qui me traquent, ça me stresse. Est-ce que tu crois qu'elles détecteraient le stress qu'elles provoquent? Probablement. Tu sais qu'on en rigole, mais je suis convaincu maintenant que les trackers de sommeil sont une source d'angoisse pour ceux qui veulent prendre soin d'eux et bien dormir. Donc je pense pas que ce soit si déconnant que ça, ce que tu dis. Et puis Amazon qui lance le Halo Band qui là aussi semble être un bracelet, donc c'est comme une montre connectée mais il n'y a pas la montre, c'est juste un bracelet qui arrive à vous scruter y compris votre voix et les gestuels de votre corps. C'est très rassurant ça, pour essayer de mieux vous suivre et de mieux vous conseiller sur votre santé. J'ose même pas te poser la question de ce que tu penses de ce type de produit, Guillaume, de la part d'Amazon. On va plutôt terminer avec quelque chose d'hyper factuel
actuelle, c'est la retranscription audio que Microsoft va nous permettre d'avoir dans les versions Word, à commencer par la version en ligne de Word. Voilà, juste pour dire que Transcribe qui arrive et qui est probablement une technologie sur laquelle je ferai confiance pour un acteur comme Microsoft pour la retranscription en écrit de notre audio arrive. Peut-être bientôt l'aboutissement ultime des podcasteurs, d'avoir des retranscriptions faciles et rapides de leurs épisodes de podcast. Vu toutes les bêtises qu'on raconte, les fautes de langage qu'on peut avoir et nos prononciations douteuses, je pense qu'il y aura du boulot, mais ça arrivera, j'en suis sûr. Et donc Google indexera bien nos contenus demain. Tu verras, Guillaume, je m'en réjouis par avance. Moi aussi. On invite nos auditeurs à aller commenter cet épisode sur techcafé.fr ou sur les réseaux sociaux avec une mention Tech Café Podcast, par exemple sur Twitter. Vous pouvez me retrouver sur guillaumevendée.fr, @guillaumevendée sur Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi me retrouver dans Relife une fois tous les 15 jours. Guillaume, même question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Je vais rester encore un petit peu, pas trop connecté pendant encore quelques jours, quelques semaines, mais je reviens petit à petit, ça y est, je suis posé, j'ai atterri, donc maintenant, voilà, tu vois, c'est comme les avions de ligne, quoi, ils atterrissent sur le tarmac, mais bon, avant que t'aies toutes les valises qui distribuées à tout le monde, Oui. il y a un petit moment, quoi. Oui, puis parfois, il faut attendre que le tapis roulant amène ta valise, elle s'est perdue en cours de route, donc patience. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de l'émission, pour ton retour pour cette rentrée de Tech Café. On vous salue très chaleureusement, merci beaucoup de votre fidélité, on compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé si vous avez envie de nous soutenir, et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.